Cuando elaboramos el programa de voces, siempre acostumbran a salir las mismas ideas. Nos gusta invitar a teóricos que hablen de la realidad, que hablen de nuestra realidad, que nos enseñen mejor a saber cómo vivimos, cómo funcionamos, cómo imaginamos, cómo amamos, hoy mejor que nunca. Y que además sean arriesgados, que nos den nuevas visiones de la filosofía tradicional, es decir, que nos ayuden a pensarnos mejor y a saber cómo nos hemos pensado mejor, o a darnos algunas claves de cómo nos hemos pensado de una manera diferente. Cuando todas esas ideas emergieron, cuando estábamos preparando este programa, el nombre que todos prácticamente coreamos al unísono fue el de Michel Onfray. Michel Onfray, la verdad es que no necesita presentación para los lectores españoles, porque de su treintena de libros en francés, o más de 30 libros, por fortuna nuestras editoriales han traducido muchos. Algunos de los libros de Michel Onfray relativos a sus dos obsesiones, a la teología y la filosofía hedonista, en especial la tradición hedonista y su aplicabilidad en nuestros tiempos, pues han sido traducidos. Es una rara avis, o es un factor no muy común, y yo me alegro de ello, que libros como Teoría del cuerpo enamorado o el Tratado de Teología sean del dominio público y sean citados, leídos y queridos también por gente que estrictamente no se dedica al análisis filosófico y académico. Cuando también elaboramos estos programas, siempre nos gusta citar una cualidad que nos gustan de los filósofos, y esa es la valentía. Nos gustan teóricos valientes. La revisión de la filosofía y el ataque a la filosofía académica que Michel Onfray ha hecho a partir de sus volúmenes de la contrahistoria de la filosofía, en los cuales, como sabéis, si los habéis leído, ha revalorizado absolutamente la importancia que no dábamos a algunos filósofos de la antigüedad importante, o a escritores de la antigüedad, y la redimensión que ha dado a algunos filósofos que solamente habíamos visto desde un prisma. Pienso, por ejemplo, en Spinoza, pienso, por ejemplo, en Epicuro, en el primer volumen de las sabidurías de la antigüedad. Es brutal. Yo ahora releí algunos de los pasajes del tercer volumen, creo que es el último disponible de los 5 o 6 que lleva el original francés, que es los libertinos barrocos. Pues bien, hay un capítulo maravilloso dedicado a la figura literaria de Cyrano de Bergerac, que hace reemerger el papel del hedonismo barroco de una manera que no lo conocíamos. Hoy Michel nos va a resumir algunas de sus tesis interesantes sobre el placer y sobre su aplicabilidad, y la verdad es que clausurar este festival de plurivoces, porque han sido muchas voces las que han venido y muy diferentes con él, es para mí un honor y para nosotros una satisfacción. Sé que además Michel Onfray tiene una agenda más que apretada y que ha sido difícil que pueda estar con nosotros aquí en Murcia, y sé que ha tenido que hacer mucho esfuerzo y mucha carretera hasta llegar aquí, no solo él, y por tanto de verdad nos disfrutamos mucho, y quiero utilizar este verbo teniéndolo aquí. Como siempre, después, tras la exposición, podréis preguntarle y consultarle lo que queráis oportuno. Solamente decir, ya que esta es la última de nuestras conferencias, agradecer a todos los que habéis asistido, a muchas o incluso todas de ellas. Ha habido auténticos descubrimientos aquí. Mucha gente en las conferencias de la mañana y por la tarde me ha dicho, bien, no conocíamos a los ponentes, a los speakers que han llegado, pero han sido auténticas revelaciones, y vamos, este era nuestro objetivo, con lo cual nos damos por satisfechos. Entonces, sin más dilación, y dándole las gracias de nuevo, le doy la palabra a Michel. Muchas gracias, Michel. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation, c'est moi qui vous remercie d'être là. De fait, j'ai fêté mes 50 ans le 1er janvier dernier, et j'ai fêté mon 50e livre il y a quelque temps. Et j'ai été connu surtout à partir d'un livre qui s'appelait Le Traité de la théologie, qui était l'occasion pour moi d'une déconstruction de la religion, des 3 monothéismes,
C'est un livre que j'écrivais comme ça en passant, parce que j'avais écrit un livre de bioéthique, et dans ce livre de bioéthique, je disais que nous étions toujours sur le principe, nous vivions toujours sur le principe du judéo-christianisme, même quand on se disait athée, et qu'il y avait une imprégnation judéo-chrétienne, et que nous vivions là-dessus, et que nous disions sur la bioéthique des choses un peu courtes, voire un peu sottes. J'avais dit ça à la télévision française, et quand je suis rentré chez moi, j'avais des menaces de mort parce que j'avais parlé du monothéisme en disant qu'il était une façon médiévale de penser, une façon sommaire de penser. Et je me suis dit, tant qu'à mériter la peine de mort, enfin pas de la peine de mort, tant qu'à mériter des menaces de mort, autant vraiment les mériter. Tant qu'à les recevoir, je dirais autant les mériter. Et donc j'avais écrit ce livre en passant, le traité d'athéologie, qui était vraiment l'occasion pour moi de faire le point sur cette question. Parce que Gilles Deleuze, dans les années 70, parlait d'un athéisme tranquille. Ça paraissait clair, après mai 68, l'athéisme, on avait réglé le problème de Dieu, Dieu n'existait plus et on passait à autre chose. S'occuper de politique. Et à l'époque, s'occuper de politique, c'était sérieux. Et on faisait rire avec la religion, quand on parlait de la religion. Et puis, on a quasiment inversé les choses. On s'occupe peu de politique aujourd'hui. Il y a un retour considérable de la religion. Donc, je pense que l'athéisme n'a plus à être intranquille, à être tranquille, du moins à être intranquille, au sens de Fernando Pessoa. Et donc, j'avais écrit ce livre qui a été l'occasion pour beaucoup de gens de me lire et pour beaucoup de gens de me découvrir. C'était l'occasion pour un certain nombre de personnes de me dire « Vous avez beaucoup détruit, mais ce serait bien maintenant de reconstruire ». Et donc j'avais fait savoir que ce livre avait été précédé par une trentaine d'autres ouvrages dans lesquels j'avais construit, dans lesquels j'avais donné des propositions, notamment des propositions hédonistes. Et je m'étais donc proposé de faire une synthèse de tous ces livres, pour proposer aux gens qui auraient voulu aller un petit peu vite, pour proposer la théorie que je vais vous proposer ce soir, la synthèse que je vais vous proposer ce soir, c'est-à-dire une méthode, une éthique, une érotique, une esthétique, une bioéthique et une politique. Donc je vais prendre tous ces thèmes-là les uns après les autres pour essayer de vous montrer que l'hédonisme est une possibilité philosophique, que c'est une possibilité cohérente, que c'est une possibilité post-chrétienne, que c'est une philosophie praticable, qui s'appuie beaucoup sur les pensées pré-chrétiennes. Je pense que les pensées pré-chrétiennes sont susceptibles de nous informer sur ce que peuvent être des pensées post-chrétiennes. Et nous sommes dans la perspective d'une pensée post-chrétienne. Le christianisme a fait son temps. Il s'agit désormais de dire, voilà comment on a envie de vivre, comment on a envie de penser, quel usage on a envie de faire de nos propres corps, et aussi repenser la totalité du corpus de l'histoire de la philosophie. Et je commencerai par ce premier chapitre, une méthodologie, une méthode. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait d'une contre-philosophie. Alors je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais c'est une contre-histoire de la philosophie. Mais j'aime assez que, en France, le problème se pose aussi. J'ai écrit un anti-manuel de philosophie. On parle parfois de mon manuel d'anti-philosophie. Et j'ai écrit une contre-histoire de la philosophie. On parle souvent d'une histoire de la contre-philosophie. Alors il n'est pas question pour moi de proposer une contre-philosophie ou une anti-philosophie. Vous savez probablement que le concept d'anti-philosophie existe, que la ruelle en France s'est emparée de ce concept-là, et c'est pas du tout dans cette perspective que je m'installe. Je suis pas du tout dans la logique d'une anti-philosophie ou d'une contre-philosophie, mais je suis dans la logique d'une proposition de réexamen de la totalité de l'histoire de la philosophie. J'ai donc enseigné 20 ans dans l'éducation nationale en France, dans un lycée technique, volontairement à l'écart des institutions, volontairement à l'écart de l'université. Et j'ai créé il y a 7 ans une université populaire avec quelques amis où je donne un cours libre, gratuit. On est tous dans une logique de bénévolat, c'est-à-dire que personne n'est payé pour ça. Mais on enseigne et on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas d'examen, on ne délivre pas d'examen, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas d'inscription. La logique est franchement libertaire, on vient si on veut, quand on veut, comme on veut, et on y fait de la philosophie. Philosophie féministe, atelier de philosophie pour les enfants, philosophie politique, esthétique, jazz, psychanalyse, art contemporain, etc., etc. Pour ma part, je propose donc cette contre-histoire de la philosophie. Pour une raison bien simple, c'est que quand j'ai fait mes études à l'université, on m'enseignait des évidences en nous disant que